Good everyone, bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à un autre épisode de BIA des Dodgers du Canada 2021. Le 3 septembre 1943, la première division d'infanterie canadienne est sélectionnée pour faire l'assaut, pour faire l'invasion sur l'Italie. Ça a été un show canadien d'un bout à l'autre qui a inclus les péniches de débarquement canadiennes et un escadron de Spitfire canadiens. La 3e brigade d'infanterie du Canada a été sélectionnée pour mener l'avance sur une plage qui était près de Reggio du nom de Fox Beach. La plage était divisée en 2 sections, Amber et Green, et les West Nova Scotia Regiment ont fait le landing sur Amber et le Carleton and York sur Green, suivi du Royal 22e Régiment et le reste de la division derrière. Heureusement, ce fut un débarquement sans opposition et il n'y a eu aucun mort ni blessé. Par 0500h45, la plage a été déclarée sécuritaire. Les Canadiens ont maintenant débarqué sur le continent européen et ils y sont pour rester. Le matin du 3 septembre 1943, les soldats canadiens ont débarqué sur cette plage, juste un petit peu aux abords de la ville de Reggio. Et une brigade de la division britannique a débarqué l'autre bord de la pointe à ma gauche. Sur cette plage, le régiment du West Nova Scotia Regiment a débarqué sur le flanc gauche, le Carleton and York Regiment sur le flanc droit, suivi par le Royal 22e Régiment peu de temps derrière. Lorsque le West Nova Scotia Regiment a fini son débarquement, ils se sont enlignés pour leur premier objectif qui était la côte 306 et ensuite 2 fortifications de batteries d'artillerie côtière. Simultanément, le Carleton and York Regiment, lui, s'est dirigé vers le sud, vers l'aérodrome de la ville de Reggio et ensuite une série de petits villages au sud de Reggio. Le Royal 22e Régiment a pris les élévations au-dessus de Reggio, à l'intérieur des terres, afin de s'assurer de sécuriser le restant du débarquement pour la division. Avant de continuer, faisons une rétrospective. Le 25 juillet, le gouvernement de Mussolini a été renversé par son peuple. Badoglio, qui était le nouveau président du pays, a essayé de marchander un accord avec les Alliés pour un cessez-le-feu complet. Hitler, sachant que cela s'en venait, a commencé à bouger plus de divisions à partir du nord et a décidé d'assumer la défense complète de l'Italie par eux-mêmes. Le Royal 22e Régiment a poursuivi son ascension à partir de Reggio jusqu'à un petit village qui se situe à 545 mètres d'altitude, du nom de Terretti. Et oui, quand on est en Italie, si on ne monte pas, on descend. Puis en ce moment, nous allons monter dans les Aspromontes. Le 48e Highlanders, qui ont débarqué plus tôt dans l'après-midi sur la plage avec leur cornemuse, ont poursuivi leur ascension eux aussi et ont passé à travers les lignes du 22e pour continuer leur ascension jusqu'au village de Straorini où ils sont arrêtés environ vers 2 heures du matin. Le Hastings and Prince Edward Regiment, lui, se trouvait sur le sommet du mont Canea qui est à environ 1000 mètres du niveau de la mer. Depuis le début de la journée, les Canadiens ont capturé plus de 3000 prisonniers de guerre et n'ont subi aucune résistance et aucune perte.
Alors, vous savez, dans les livres, ils racontent que les montagnes Aspromonte étaient très hautes, avec des collines avec des pentes très abruptes et avec des gorges très profondes. Elle va vous donner une bonne aperçu de qu'est-ce qu'on voit en conduisant. Écoute, c'est à couper le souffle, tellement que c'est beau. Et puis, je peux pas imaginer avoir à combattre dans un terrain aussi austère, beau et austère. All right, so I'm going for a little walk up the Aspro Mountain, and I'm on my way to Gambari, where the 48 Highlanders slept past the night on the 4th of September. So let's go up. Hey, j'en profite. On est en route à partir de... J'étais à Stareoni, à 1000 mètres d'altitude. On continue de monter vers Gambari, qui est encore plus haut. Et puis c'est là que les 48 Highlanders ont passé la nuit du 4 septembre. Il y a des événements qui vont se produire là-bas qu'on a hâte de vous raconter. Et je vous dis, à partir d'ici, on est dans la forêt dans haute altitude. La pluie arrange pas rend pas ça plus facile. À ce point-ci, vu que les Canadiens sont habitués de combattre en montagne, en élévation, Montgomery les appelle ses chefs de montagne. Et avec raison. On peut juste imaginer comment ça devait être différent. Venir de la Sicile avec un climat tropical, habillé en habit tropical, être en Italie, dans les montagnes, avec un climat de montagne. Les soldats ont dû avoir froid pendant quelques nuits, c'est sûr. Oh, Gambari, on continue par là. Ah! Et en passant, s'il pleut pas, c'est pas de l'entraînement. Salut! Je viens d'arriver aux abords de Gambari, dans une forêt de pins. Et on lit que la nuit ou la soirée du 4 septembre, le 48 Highlanders sont arrivés dans une forêt de pins, comme ça. On est à peu près à 3 km de Gambari. Et c'est là que ça a été les premiers Canadiens à avoir un escarmouche avec l'ennemi. L'ennemi se trouvait être un groupe de milices italiennes qui s'appelait les Black Shirts, les chemises noires. Après que le combat est terminé, le butin, si on veut, du 48 Highlanders était plusieurs mitrailleuses, des canons anti-chars et 200 vélos pliables que la compagnie B s'est servi pour aller 24 km plus loin vers la ville de Delianova. Vers le 6 septembre, la division canadienne avait avancé jusqu'au village de Delianova, qui est derrière moi. Et puis le matin du 7 septembre, c'est la 2e brigade qui continue l'avance vers Citanova. L'avance était menée par le Loyal Edmonton Regiment. Et en route vers Citanova, les Edmontons ont été engagés par une centaine de parachutistes italiens, pas très longs, mais très professionnels. En fait, ce qui a été noté par le lieutenant-colonel Jefferson. Le lendemain, les West Nova Scotia Regiment, le 8 septembre, qui continuent sur la même route que le Loyal Edmonton Regiment, alors qu'ils étaient sur le point de monter leur bivouac pour la nuit, se trouvent en contact avec les mêmes parachutistes italiens. Alors, le lieutenant-colonel Bogert, qui commande le West Nova, déploie une compagnie pour faire une attaque de flanc.
Il les recule jusqu'à un ravin. Finalement, leur dit qu'il c'est mieux de se rendre. Les Italiens se rendent, mais malheureusement, ils ont perdu 6 hommes. 57 sont capturés et 2 West Nova Scotia Regiments ont été tués. Malheureusement, c'était un combat qui aurait été qui aurait pu être évité parce qu'à partir de ce moment-là, nous n'étions plus en guerre avec l'Italie et au grand regret, ce qui était finalement au grand regret du lieutenant-colonel Bogert. Je suis maintenant à Lorenzano, qui était un village sur la route que les Canadiens ont traversé lorsqu'ils faisaient leur avance vers Potenza en 1943. Lorsque les Canadiens ont débarqué à Reggio le 3 septembre et ont commencé leur ascension dans les montagnes de l'Aspromonte, ils ont continué l'avance pendant 3 jours de temps jusqu'à un village qui était une station de ski, le village de Citanova, à une altitude de presque 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer. D'après l'histoire que Farley Mowat nous raconte, il a commencé à pleuvoir. Pendant 3 nuits consécutives, de la pluie et plus de pluie. Et puis les pauvres Canadiens qui étaient habillés dans leur habit tropical n'avaient rien pour se réchauffer ou pour s'abriter que les grands pins où ils pouvaient s'abriter pour la nuit. Et le jour, quand la pluie arrêtait, espérer de pouvoir se sécher puis se réchauffer un peu. Ça fait un gros changement comparativement aux températures de la Sicile. Le 8 septembre, le général Montgomery a ordonné le général Simmons de déplacer les Canadiens plus rapidement. Mais c'était impossible d'aller plus vite tant qu'on était dans les sentiers des montagnes Aspromonte. La raison était qu'on voulait distraire les Allemands d'un débarquement qui était sur le point de se produire à Salerno avec de la 5e armée américaine. Alors, le général Simmons a décidé qu'il fallait descendre vers l'autoroute côtière 106 et diriger son armée vers la ville de Catanzaro. Alors, il a formé une colonne rapide qu'on a appelée la Force X sous le commandement du lieutenant-colonel Neroutsos du Calgary Tank Regiment, accompagné d'une compagnie d'infanterie du Carleton and York Regiment, des mitrailleuses du Saskatchewan Light Infantry, une troupe d'ingénieurs et une batterie de canons anti-chars. Alors, la colonne rapide a descendu des montagnes, suivi la route côtière, et le seul contact qu'ils ont eu entre leur point de départ et Catanzaro était un sous-marin qui était stationné dans une baie. Et puisqu'ils n'étaient pas sûrs si c'était un sous-marin ami ou ennemi, ils ont décidé de le laisser tranquille et poursuivre leur avance. Le restant de la division, lui, suivait à pied et était beaucoup plus lent. Lorsque le Hastings and Prince Edward Regiment sont arrivés aux abords de Catanzaro, sachant qu'il y avait une division italienne qui était encore dans les montagnes et n'étant pas sûr de s'ils allaient se sentir menacés de la présence des Canadiens, quelle action qu'ils allaient prendre, le commandant envoie son officier de renseignement et un sergent à bord d'une moto dans les montagnes pour faire une reconnaissance, trouver où se situe la division italienne. Notre groupe de reconnaissance motorisé léger est arrivé devant une sentinelle italienne. Sans attendre pour voir sa réaction, on fait un demi-tour immédiat, pris un virage à gauche, et là, ils sont tombés devant un gros camion italien qui bloquait la route. Pris un autre virage à gauche, ce qui les a amenés en plein milieu du camp divisionnaire. Le lieutenant, calmement, débarque de sa moto et s'approche du garde et le convainc qu'il est un émissaire du général Montgomery et qu'il a un message important pour le général de la division. Alors, ils sont escortés au général et après une discussion très animée, ils convainquent le général qu'il faut qu'il transporte le Hastings and Prince Edward Regiment à leur nouvelle location jusqu'à Catanzaro. Une amitié s'est liée entre les deux armées. Éventuellement, une partie de soccer a été organisée. Et les Canadiens ont finalement un repos bien mérité de 4 jours à Catanzaro. Alors, le 15 septembre, les Canadiens ont continué leur avance.
Et puis on avançait à peu près 160 km à l'intérieur des terres. Et à un moment donné, vers le 17 septembre, le général Montgomery venait vraiment donner l'ordre à Simmons qu'il fallait avancer le plus vite possible vers Potenza pour que les Allemands aient à combattre en deux fronts. Le premier front était la 5e armée qui montait vers Naples. Et en allant vers Potenza, ben là, les Allemands étaient obligés de diviser leurs forces. Alors, le général Simmons a nommé le lieutenant-colonel Bogert, qui était le commandant du West Nova Scotia Regiment, en charge d'une force qui était semblable à la force X, qui a eu beaucoup de succès pour l'avance vers Catanzaro. Alors, le lieutenant-colonel Bogert et sa force mobile, rapide, ont avancé vers le village qu'on était maintenant, à Lorenzana, et puis continué vers Anzio, et puis depuis Anzio jusqu'à Potenza, qui sont arrivés aux abords de Potenza le 19 septembre. Le plus gros problème que les Canadiens ont rencontré à ce moment-là a été, il y a eu quelques petites escarmouches avec les Allemands, mais qui n'étaient pas vraiment sérieux. En fait, même ici à Lorenzana, il y a eu un peu d'échange de tirs de mitrailleuses puis de mortiers. Mais le plus gros obstacle était les cratères dans la route, les mines qui étaient semées partout, et tous les ponts étaient blowés. Il n'y avait plus de pont. Il n'y avait aucun pont qui tenait. Alors, les ingénieurs, en utilisant leur initiative, au lieu de faire des belly bridge, ont fait ce qu'on appelait les ponts irlandais, des Irish Bridge. Et tout ce que c'était, c'est qu'ils prenaient des roches puis ils les poussaient pour couvrir les gaps. Comme ça, l'eau pouvait passer à travers. C'était assez large pour que les véhicules puissent continuer à avancer. Je suis descendu de l'auto. On roule sur la nouvelle autoroute S92. Puis j'ai remarqué que en haut à gauche, d'où qu'on voyage juste un petit peu en haut de nous, à gauche, ça doit être la vieille autoroute 92 qui était là. Ça doit être la route que les Canadiens ont vraiment voyagé dessus là, en 1943. Et puis vous pouvez voir le vieux pont. C'est un petit pont en pierre. C'est vraiment le genre de pont que les Allemands auraient blowé, auraient comme détruit. Puis ce pont-là a sûrement été reconstruit après la guerre. C'est le genre de pont exactement que les Allemands auraient fait sauter pour retarder l'avance des Canadiens sur la route S92. Là, on est entre Lorenzana qui est derrière nous, puis Anzio, le village Anzio qui était extraordinairement beau, qui est devant nous. On va monter sur la route, on va confirmer que c'est bien ça. C'est comme de la glaise puis de la boîte, ça. Avec la pluie qu'on a eue. Glissant. All right. Ah ben c'est ça. Écoute, on voit la vieille route qui est encore quand même en bon état. C'est sûrement certain qu'elle est encore utilisée. Mais puis là, je suis sur le pont lui-même. Sur le pont d'Avignon. Non, c'est le pont de la S92. Hey, maintenant, je me tiens devant le beau village de Anzio. Et puis ça, c'était le dernier village que les Canadiens ont rencontré sur leur avance vers Potenza. Un point que je voudrais mentionner, c'est que les soldats qui participaient au Beaufort avec le lieutenant-colonel Bogert, à travers toutes ces routes sinueuses dans les montagnes, étaient toujours frustrés qu'ils n'étaient jamais assez rapides pour arriver au pont avant que les Allemands aient le temps de démolir les ponts ou de faire des cratères ou de mettre des mines. Par contre, si on lit dans un journal d'un des commandants allemands qu'eux étaient très impressionnés à la vitesse que les Canadiens étaient toujours derrière eux et puis que ça ne leur donnait pas assez de temps pour établir des positions défensives solides. Alors si on regarde de chaque côté de la médaille, les deux armées avaient chacun leur frustration. Un pas assez vite que les ponts étaient sautés, l'autre pas assez vite qui avait le temps d'établir des positions défensives. L'important, c'est qu'on est arrivé à Potenza à temps le 19 septembre.
le 19 septembre, la Bofors arrive aux abords au sud de la ville de Potenza, le long de l'autoroute 92 où je marche en ce moment. Le lieutenant-colonel Bogert déploie un groupe de sapeurs avec la compagnie A pour aller investiguer si la série de 3 ponts dans la vallée qui mène à la ville sont encore intacts. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent sur place, le premier pont a déjà été démoli. Et le deuxième pont est en préparation par les parachutistes allemands pour être démoli. Tandis que les sapeurs sont occupés à faire les procédures de déminage, la compagnie A s'engage en combat contre les parachutistes pour empêcher la démolition. Vers 0200 heures, la compagnie C et la compagnie D sont engagés dans le combat et les West Nova vont s'infiltrer dans la ville jusqu'aux environs de la station de train. Le lieutenant-colonel Bogert, ne sachant pas exactement la position de ses hommes dans la ville, hésite à appeler de l'artillerie en support. Alors, une décision est prise. On va utiliser les autres régiments de la brigade et le Royal 22e Régiment devra faire un flanc droit, une manœuvre de flanc droit à l'est de Potenza, tandis que le Carleton and York Regiment, appuyé par les tanks du Calgary Regiment, vont pouvoir procéder vers la ville aussitôt que les sapeurs auront fini leur travail de déminage. Alors finalement, à la conclusion de la bataille plus tard dans la journée, le Carleton and York est bien établi au nord de la ville et le West Nova aura subi la perte de 7 hommes tués par une explosion de mine et 21 blessés. Le commandant du 13e corps n'aura que des mentions élogieuses envers la 1re division canadienne pour cette avance fulgurante de 16 jours seulement à partir de Reggio jusqu'à Potenza, qui est considérée comme une situation très stratégique dans la campagne d'Italie. Par le 20 septembre, les Canadiens ont avancé 375 km à partir de Reggio jusqu'à Potenza. Et les pertes ont été minimes jusqu'à maintenant. Seulement 32 tués, 146 blessés, la majorité d'entre eux par des mines. La plus grosse perte, 1500 hommes, a été causée par des maladies comme la jaunisse, la malaria, la fatigue extrême et autres causes. En fait, le 22 septembre, le général Simmons lui-même devient très malade avec la jaunisse et doit prendre un congé de repos. À ce moment-là, le brigadier Vaux prendra commandement de la division et le lieutenant-colonel Hofmeister prendra le commandement de la 2e brigade. À partir de ce moment, Hitler va faire payer les Italiens très cher pour leur trahison contre les puissances de l'Axe. Il va transférer en Italie des divisions de première classe avec des chars et des armements lourds. Le vrai combat pour l'Italie est sur le point de commencer. Restez des nôtres, tandis que nous poursuivons notre avance vers le nord de l'Italie. Et allons découvrir les faits d'armes glorieux de nos Canadiens. Pour BIA des Dodgers du Canada, ici Roger, jusqu'à notre prochain rendez-vous, Custos Memoria.